Touré, votre invité prend la plume les lundis, mais ce soir, il prend la parole dans Soir d'Info. Merci beaucoup Chérif Diop. Nous recevons Badiambal Diagne qui est journaliste et qui est également le PDG du groupe Avenir Communication. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et bonsoir. J'aimerais d'abord vous inviter à suivre avec nous ces propos du chef de l'État Macky Sall. C'était le 19 décembre 2018. Il disait que le prix de l'électricité sera moins cher. Il a également vanté les efforts qui avaient été faits par le gouvernement concernant le mix énergétique. Voici le chef de l'exécutif. Imaginez ce qu'on peut faire avec cette manne. Voilà, donc il faut qu'on baisse les coûts, il faut qu'on développe le gas to power, qu'on continue la diversification. Et à ce propos, je salue quand même les résultats très importants qui ont été obtenus dans notre mix énergétique. Nous sommes en train de lancer Taïba Ndiaye, qui est donc une centrale éolienne, plus de 200 MW de solaire. Le grand succès de Scaling Solar, dont fait avec la banque, la SFI, où le kilowattheure a été obtenu à 24 francs pour l'une des centrales et 25 francs CFA. Je ne sais pas c'est combien de centimes d'euros. Voilà. 4 centimes. Voilà. 4 centimes d'euros. C'est historique. Et c'est du solaire au Sénégal. Donc, il faut que ces efforts, ce mix, soit maintenu, et si nous arrivons à avoir le gaz. Merci beaucoup à la régie. Monsieur Diagne, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Moi je veux bien savoir. Effectivement, comme le dit le président de la République, la Sénélec et le secteur de l'électricité étaient sur apparemment de très bons rails. Nous avons vu que la fourniture d'électricité était devenue satisfaisante. Le Sénégal avait perdu le souvenir des délestages qu'on avait connus il y a quelques années de cela. Donc tout semblait être dans une situation d'embellie dans ce secteur de l'électricité. Brusquement, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Il l'a dit, l'État a fait des efforts, beaucoup d'efforts. Je crois que les subventions de l'État à la Sénélec ont été accrues ces dernières années, ce qui était aussi en porte-à-faux avec une politique qu'on avait connue dernièrement. Souvenez-vous qu'en 2011-2012, la Sénélec bénéficiait de subventions de l'ordre de 120 milliards par an. Cette subvention était passée l'année suivante en 2013 à 90 milliards, en 2014 à 60 milliards et 0 milliard en 2015. 0 milliard en 2015 de subventions de la part de l'État. Si aujourd'hui on en revient à la politique de subvention, parce que effectivement le gouvernement voulait éviter que les prix de l'électricité soient répercutés aux consommateurs pour que l'État puisse voler au secours du consommateur et apporter une subvention à un volume 3 fois aujourd'hui supérieur à ce qu'on accordait à la Sénélec en 2011 au moment du fameux plan TACA. Il y a aujourd'hui à se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut-il faire? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il l'a dit, dans un contexte où les fournisseurs d'électricité étaient arrivés à une situation de baisse des tarifs de l'électricité vendue à la Sénélec. Qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous dire que l'État subventionne la Sénélec à ce niveau-là et qu'on puisse encore demander aux consommateurs de payer encore plus cher l'électricité, on doit pouvoir se dire qu'est-ce qui ne va pas. Effectivement, votre question est pertinente. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on veut savoir. C'est ce qui a justifié, par exemple, que moi j'ai pu demander, par exemple, qu'on puisse auditer la Sénélec pour savoir ce qui ne marche pas. Vous n'êtes pas convaincu par les propos qui ont été avancés par le service communication et marketing de la Sénélec? Les raisons qui ont été données pour expliquer cette hausse? La Sénélec n'a donné aucune raison pour expliquer cela. Ils ont simplement dit qu'il y a un déficit d'exploitation qu'il faut combler. Ce déficit d'exploitation, il est causé par quoi? Alors, moi, je voudrais poser la question à savoir, lors du marathon budgétaire récemment, le département des finances, pour ne pas personnaliser, a loué le bon comportement et le joli visage de la Sénélec. Mieux, les impôts d'entreprise ont été payés par la société en question et finalement, on parle d'audit. Et au conseil d'administration également, le ministère est représenté. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Ben justement, c'est ce que se pose c'est les questions que se pose tout le monde. On nous dit que ça marche très bien à la Sénélec. Malgré tout, l'État donne de l'argent. Dans le même temps qu'on vantait les mérites de la Sénélec, il y a une subvention qui a été donnée par l'État avec une LFR de 125 milliards. Il y avait aussi 141 milliards qui ont été donnés cette année.
Donc ça vous fait 266 milliards qu'on donne cette année, en 2019, à la Sénélec. Sans compter que la Sénélec a été sur le marché financier pour 100 milliards, comme l'a révélé l'observateur de votre groupe ce matin. Malgré tout, on dit aux consommateurs de payer plus cher l'électricité. Et comme l'a dit le président Macky Sall, avec le programme Scaling Solar, le coût d'achat de l'électricité par la Sénélec devait normalement baisser. Donc au tarif même inférieur à ceux de 2014. Pourquoi alors on en arrive à une situation où la Sénélec a des problèmes de fin de mois, la Sénélec ne peut plus régler ses factures sans la subvention de l'État, et malgré tout cela, on nous dit non, il faut que les consommateurs payent davantage l'électricité pour que la Sénélec puisse combler son gap d'exploitation. Donc il y a un problème. Alors beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur l'annonce qui avait été faite par l'ancien directeur général de la Sénélec, Mohamed Makhtar Cissé, qui est aujourd'hui victime d'un lynchage sur les réseaux sociaux. Comment comprendre ces attaques portées sur sa personne? Bon, écoutez, moi je trouve parfois que c'est un peu trop facile aussi. Chaque fois que les gens posent un problème, qu'on voit derrière un complot, une volonté, une cabale quelconque. Moi, je suis très bien placé pour parler de cela. Pourquoi je le dis? J'ai invité le directeur général de la Sénélec, Mohamed Makhtar Cissé, le 11 mars 2017, dans les grandes conférences du quotidien, pour qu'il expose ce que nous avons toujours considéré comme la grande réussite de la Sénélec. Il est venu, il a expliqué les tenants et aboutissants de cette réussite-là qu'il a vantée. Nous l'avons salué tous unanimement. Moi-même, je me suis permis de faire un papier pour l'appeler les bonnes notes de Makhtar Cissé. Donc j'avais applaudi. Est-ce que j'étais un complot contre qui que ce soit? On lui a donné la parole, il s'est exprimé, il nous a convaincu de ses arguments. On l'avait salué. Aujourd'hui, on voit le contraire. Est-ce que ce n'est pas légitime qu'on puisse dire qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il n'est pas en train de payer les ambitions présidentielles qu'on lui prête? Non, arrêtez. Arrêtez de vouloir tout ramener à des ambitions présidentielles. Qui a des ambitions, qui n'en a pas, ce n'est pas encore le moment. Qui sera là après le mandat de Macky Sall? Personne ne le sait. Et dans quelles conditions? Pourquoi voudrait-on que chaque fois qu'on pose un problème, qu'on puisse vouloir lier ça à des ambitions de qui que ce soit? Ce n'est pas la question. On dit qu'il y a un problème au niveau de la Sénélec. Personne ne nie qu'il y a un problème au niveau de la Sénélec. On est d'accord? Personne ne nie que l'État a donné de l'argent qu'il n'a jamais donné au niveau de la Sénélec. C'est d'accord? Personne ne nie que la Sénélec nous avait promis de baisser les tarifs de l'électricité. On est d'accord? Personne ne nie qu'aujourd'hui on a augmenté les factures. On est d'accord? Mais pourquoi voudrait-on que si on demande à y voir clair, on veut y voir un complot ou tuer des ambitions? Mais on peut également penser qu'il a été peut-être victime de sa réussite, parce que antérieurement, le casse-tête des Sénégalais, c'était d'avoir à disposition le courant. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui victime de cette réussite? Non, mais écoutez, le Sénégalais avait effectivement un besoin d'avoir le courant. Personne ne le nie. Moi, j'ai commencé par dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour permettre à ce que les délestages qu'on avait connus cessent. Mais à quel prix ces délestages-là ont cessé? Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut qu'on passe l'historique. Les délestages-là ont cessé depuis 2013-2014. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Les délestages, quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il en a fait une priorité. Il a pris à bras le corps la question, c'est les questions de mix énergétique, c'est les questions de rationalisation des coûts, etc. Ces délestages-là étaient passés de 900 heures en 2011 à 66 heures en 2014. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc, la fin des délestages, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas avec l'arrivée de Makhtar Cissé, encore une fois. Quand il est arrivé, il a continué et poursuivi cette politique-là que tout le monde a saluée. Donc, je vous ai dit, moi, je l'ai salué personnellement. Mais si aujourd'hui, le délestage dans une société normale doit être exceptionnel, que quelqu'un puisse venir et dire que j'ai réussi de mettre un terme au délestage, on applaudit, mais c'est un train qui arrive à l'heure. Encore que... C'est pas une prouesse dans une contingence... Mais non, écoutez, c'est pas une prouesse parce que qu'on peut considérer comme, je ne sais pas moi, réussi. Il a fait son boulot. Comme d'autres avaient fait le boulot. Mais est-ce qu'on ne devrait pas le lui reconnaître également? Mais moi, je le lui ai reconnu. Mais si aujourd'hui on remet tout en question, parce que les gens agitent la question de l'audit, et il y a des incompréhensions, parce qu'une entreprise qui fait l'objet d'un audit, toutes les entreprises sont auditées. La Sénélec n'est pas une exception. Jamais quelqu'un n'a... Peut-être on ne comprend pas pourquoi les gens insistent à vouloir auditer en rapport avec Makhtar Cissé. Non, personne n'a dit auditer en rapport avec qui que ce soit.
une entreprise qui aujourd'hui, la Sénélec, rien que cette année-là, a consommé 10% du budget de l'État du Sénégal. C'est pas légitime que les Sénégalais puissent se dire nos 10%. Comment ils ont été utilisés? Le budget de l'État du Sénégal, c'est 3 000 milliards. La Sénélec a obtenu 300 milliards de ce budget-là. Mais est-ce que c'est pas normal que pendant qu'on utilise des projets à 5 milliards, à 1 milliard ou des centaines de millions, c'est pas normal qu'on utilise un projet... Est-ce que c'est pas la plus grosse entreprise du Sénégal? Que ce soit la plus grosse ou la plus petite, le principe c'est d'auditer, n'est-ce pas? Et quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi craindrait-on un audit quelconque? Mais pour moi, honnêtement, qu'on parle d'auditer une entreprise norme publique, c'est tout à fait normal. C'est la norme. Auditer une entreprise, c'est la norme. Les entreprises privées, on les audite. Les entreprises parapubliques, on les audite. Les institutions, on les audite. Les ministères, on les audite. Pourquoi on ne devrait pas auditer la Sénélec? Moi, je me pose la question. C'est pas qu'on ne doit pas l'auditer, mais elle a déjà été auditée. Elle fait l'objet d'audit peut-être. Par qui? Non. Et sur quelle gestion? Non, je veux dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la Sénélec n'a jamais été auditée. Non, j'ai jamais dit que la Sénélec n'a jamais été auditée. Je ne l'ai jamais dit. Et personne n'ose le dire. Effectivement, parce qu'on l'auditait la Sénélec hier et avant-hier, pourquoi ne pas l'auditer encore aujourd'hui? Là, je vous rejoins. Voilà, pourquoi ne pas encore l'auditer aujourd'hui? Pour moi, il n'y a aucun problème à ce niveau. Franchement, je trouve anormal qu'on puisse se poser la question de l'opportunité d'auditer la Sénélec. Parce qu'on y a mis trop d'argent. D'accord. Et on nous demande encore aux consommateurs de payer de sa poche pour encore acheter plus cher l'électricité. Un autre fait qui est au devant de la scène, c'est la guéguerre au sein de l'APR. Comment analysez-vous ces déclarations de part et d'autre qui, quelque part, se font sur fond de révélation? J'avais une question sur la Sénélec. Bon, attendez-vous. Allez-y, c'est elle qui commande l'émission. Allez. Bon, sur la guerre au sein de l'APR, moi je ne peux que la regretter et m'en désoler. Vous savez, les gens qui sont en cause dans cette histoire, c'est qui? C'est des personnalités politiques qui ont un parcours, qui ont un vécu, qui ont un rapport avec l'État, avec les institutions de l'État. Si ces gens-là se donnent en spectacle, qu'est-ce qu'on y peut? C'est leur problème. Nous, citoyens là, on ne peut que constater et regretter ça et nous en désoler. Mais aussi c'est le problème de celui qui les a choisis. Ces gens-là ne sont pas choisis tout seuls. Il y a quelqu'un qui s'appelle Macky Sall qui a trouvé parmi ces Sénégalais-là ces personnalités-là qu'il a choisies et à qui il a confié ses responsabilités qui se donnent en spectacle. Donc c'est à lui de le régler. Nous, citoyens, la seule chose qu'on peut, c'est dire, c'est pas leur rôle, d'où c'est une tire. Mais bon, maintenant le reste, c'est leur responsabilité propre, c'est leur responsabilité de celui qui les a choisis. Est-ce que cette question ne peut pas être liée à celle qui a été antérieure, c'est-à-dire l'histoire des ambitions? On est pour la fin d'un mandat. Les ambitions, on n'est pas à la fin d'un mandat, on est au début d'un mandat. Non, je veux dire son dernier mandat. Non, on est au début d'un mandat. Conformément à la Constitution, c'est son dernier mandat. Oui. Un président ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutivement. C'est le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre dont elle parle aujourd'hui... Où est-ce que vous avez vu un pays avec 4 ou 5 ans de campagne électorale? Tout ça, c'est prématuré. On parle d'une élection de 2024, là, on est en 2019. On parle d'une élection qui se tiendra dans 4 ans. On peut ne pas être en campagne médiévale, mais on peut en parler, parce qu'on en parle également. Parce que le cas se présente ailleurs, aux États-Unis, au lendemain de l'élection de Donald Trump, il était question de sa succession. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Non. Il a été question de ça. Aux États-Unis, les gens n'ont commencé de parler de la succession de Donald Trump, pratiquement en termes de débat politique, que maintenant, avec les primaires démocrates. Non, c'est-à-dire il faut aussi qu'on sache une chose. Au Sénégal, on a voulu habituer les gens à un fait que tout se résume à la politique. Dès le lendemain de l'élection... Est-ce que ce n'est pas le cas, Non, mais non, est-ce que c'est pas le cas? Il faut que vous le refusiez, il faut que je le refuse. Indirectement, on le vit. Non, doucement. Il faut que vous le refusiez. Il faut que je le refuse, moi, en tant que citoyen. On ne peut pas, le lendemain d'une élection, se dire quelle est l'élection prochaine qu'il faut préparer. Dans ce pays-là, il y a à parler de l'éducation. Personne n'en parle. Il y a à parler de l'agriculture. Personne n'en parle. Il y a à parler de la santé, personne n'en parle. Il y a à parler de l'élevage, personne n'en parle. Il y a à parler de la sécurité, personne n'en parle. Le personnel politique, la seule chose qui l'intéresse, c'est quand est-ce les prochaines élections pour que quelqu'un puisse se dire, écoute, je convoite un poste. Il faut que nous le refusions nous aussi. C'est-à-dire que tout ce débat-là, je trouve que c'est un débat futile. Mais s'il est entretenu par des gens de la majorité? Mais justement, c'est ce que je vous ai dit. Si des gens de la majorité estiment devoir entretenir ce débat-là, je trouve que c'est inopportun. Maintenant, si quelqu'un est pressé
de préparer une prochaine élection, il n'a qu'à quitter le gouvernement ou la majorité de préparer cette élection-là. C'est pas compliqué. En tant qu'analyste Madiambal, vous ne pensez pas que cette guerre soit liée à la succession du président? Non. Une guerre de positionnement. Bon, que ce soit lié ou pas, je trouve que c'est une guerre inopportune pour les citoyens sénégalais et regrettable à tout point de vue. Maintenant, ce que j'ai entendu dire, c'est que ce débat-là gêne tout le monde. Moi, ça me gêne. Ça gêne beaucoup de citoyens sénégalais et ça gêne la majorité, comme ça devrait gêner tous citoyens sénégalais préoccupés par le devenir de ce pays. On ne peut pas nous permettre de nous entretenir dans des débats politiques stériles pendant 4 ans ou 5 ans. Je pense que ce pays-là a besoin de tourner au travail. Vous, tous les matins, vous travaillez, vous suez pour remplir la mission pour laquelle vous gagnez votre vie. C'est le devoir de tous les autres citoyens sénégalais de contribuer au développement de la nation, mais pas rester là à des débats stériles. Je trouve que c'est un débat stérile. En 2024, qui sera là en 2024? Et dans quelles conditions on sera là en 2024? Rien ne dit que moi j'y serai ou un autre. 2024, c'est demain, Madiambal. C'est pas demain, c'est dans 4 ans. C'est tout un mandat. C'est tout un mandat. Mais ce sera la fin d'un mandat. Et Serigne Mbacké Ndiaye, qui est du côté de la majorité, qui propose une suppression, la limitation des mandats présidentiels, ça n'entre pas également dans ce cadre d'alimenter ce débat. J'ai lu une interview de Serigne Mbacké Ndiaye dans l'Observateur qui essaie de s'expliquer sur cette affaire-là. J'ai dit, écoutez, c'est une bourde. C'est une bourde. Comment peut-on être dans le camp de la majorité, aller à un débat, à une discussion au dialogue de la commission sur le dialogue national, proposer une chose dont on n'a même pas eu la courtoisie ou la décence d'en avoir discuté préalablement avec son propre camp. Alors qu'on sait que c'est son camp qui est à l'initiative de tous les engagements, toutes les prises de position pour la limitation des mandats, et vous sortez ça de votre chapeau pour le proposer à l'insu de vos collègues. Et si le camp est lui-même divisé? Mais non, mais encore le camp est divisé. Serigne Mbacké Ndiaye dit que c'est une initiative personnelle, individuelle. Le camp lui a dit que nous ne sommes pas d'accord. En quoi le camp est divisé? Le camp n'est pas divisé. On n'a pas entendu un autre responsable du camp de la majorité dire que nous sommes d'accord avec Serigne Mbacké Ndiaye. C'est Serigne Mbacké Ndiaye qui lui-même revendique que c'est mon initiative personnelle. Ça n'engage que moi. Un ballon de sonde. On a démenti des cadres de chercher tout. On cherche tout. On cherche tout, Madiambal. On cherche tout. Non, pourquoi on veut se mettre à chercher partout des complots, des coups tordus? Moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, je crois en ce que me disent les gens jusqu'à preuve du contraire. Au moins, je me crois honnête. Je crédite les autres d'une bonne foi et je les présume honnêtes jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi voudrait-on soupçonner tout le monde? Quel intérêt, moi, je trouve, quel intérêt? C'est le contexte. Mais quel contexte? Mais un contexte de supputation sur un présumé 3e mandat? Non, moi je trouve que honnêtement, nous autres de la presse, nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce pays. C'est nous, malheureusement, qui entretenons des débats stériles qui n'apportent rien au pays. Moi, franchement, je le regrette de le dire de cette façon-là, mais je trouve que c'est un débat artificiel. Mais Madiambal, je rappelle que j'ai été sous sa... il m'a vu grandir à Walfadjri. C'est un doyen. Alors, mais professionnellement, grand Madiambal, est-ce que vous pouvez refuser qu'un chef d'État qui agit à la suite d'une déclaration d'un cadre sur une question et que la presse ne s'en approprie pas? Est-ce que c'est pas une... Non, on ne parle pas dans le général. Nous sommes des journalistes. Interrogeons des faits précis. Parce que là, c'est la première institution qui agit à la suite d'un acte de haut fonctionnaire de l'État sur sa réélection potentielle ou pas, son mandat. Il était tout à fait dans son rôle. Vous voyez un chef d'État responsable qui permet à ce qu'un haut fonctionnaire se mette dans une radio pour parler de politique sans avoir l'autorisation de sa hiérarchie et parler de choses qui ne regardent pas son département. Un chef d'État responsable et sérieux le limoge. Moi, à la place de Macky Sall, je n'aurais pas hésité une seconde de le faire. Et quelqu'un qui est dans le camp du président, qui suggère la non-limitation des mandats. Celui-là, c'est un homme politique qui n'a aucune responsabilité administrative. Il est libre de dire ce qu'il veut, mais il a pris la... Des sanctions ne s'imposent pas à lui? Non, mais Serigne Mbacké Ndiaye a son parti politique. Oui, il fait une déclaration pour dire que ça ne m'engage que moi. Quelle sanction voulez-vous lui apporter? Mais quelle sanction il ne peut pas engager toute la coalition. Il ne peut pas le faire. Il dit qu'il ne peut pas engager la coalition. C'est une évidence, Madiambal. Il ne peut pas engager toute une coalition par rapport à cette question. Il ne l'a pas engagé.
La preuve, la coalition immédiatement. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas engager la coalition. Pourquoi? Il dit, je le dis à titre personnel. Et là, on convoque la notion de la démocratie. On peut exprimer ses idées, mais ce qui se fait doit être en correspondance avec nos institutions et ce que nous avons nous tous arrêté quelque part. Écoutez, il est responsable d'un parti politique. Son parti politique a des choix que je peux partager comme je peux ne pas partager. Mais c'est la souveraineté de son parti politique d'avoir ces choix-là. Il a dit, et ce n'est pas la première fois qu'il l'a exprimé, il a toujours dit que lui, il est pour contre la limitation des mandats avec des arguments qui sont peut-être recevables ou irrecevables. C'est selon. Mais lui, il dit, je porte cette proposition-là. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir dit, je porte, notre coalition fait cette proposition-là. Parce qu'il a été désavoué immédiatement par sa coalition. Mais que son parti fasse la proposition, il est libre. C'est son droit absolu. Je ne vois pas en quoi quelqu'un qui assume au nom de son parti une prise de position puisse être sanctionné d'une façon ou d'une autre. Le dialogue national, on a vu que depuis que cela a été lancé, c'est que la commission politique qui marche. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore l'installation de Famara Ibrahima Sagna, malgré les assurances qui ont été données par le ministre de l'Intérieur. Oui, bon, je pense que le ministre de l'Intérieur a dit que au courant de la semaine, Famara Ibrahima Sagna devrait être installé. Bon, vous savez, c'est un dialogue, c'est beaucoup de partis. Chaque parti désigne ses représentants, dans quelle procédure ces représentants ont été désignés, comment la commission a été formée. Donc chacun a des avis, chacun regarde les profils à envoyer. Ça peut prendre du temps. Bon, moi j'aurais préféré que depuis qu'on parle de ce dialogue-là, que les gens aient commencé à travailler, mais déjà c'est une bonne chose. Parce qu'au début, quand on parle de dialogue-là, d'aucuns disaient on n'y va pas. Maintenant tout le monde dit on va y aller. Maintenant, on désigne nos représentants, mais peut-être laissons un peu de temps au temps. Alors, mais positivement, quelle va être la finalité de ce dialogue justement? Bon, la finalité, c'est ce que les acteurs politiques vont lui donner. Parce que quand les gens vont à un dialogue... Et les attentes? Mais les attentes sont importantes. Lesquelles? Les attentes, c'est la pacification du climat politique et social, c'est le fait que les acteurs politiques s'accordent sur... Est-ce que c'est une urgence, la pacification du secteur politique et social? Est-ce que c'est une urgence? C'est une question. Non, mais tout pays a besoin de paix et de tranquillité pour pouvoir conduire ses projets et se développer. Moi, je ne vois pas un pays qui ne cherche pas la paix, la tranquillité, la stabilité. Je n'en vois pas. Merci. Alors, je voulais juste savoir en quelques secondes, si possible, votre réaction par rapport à la sortie du rapport d'Horizon Sans Frontières, qui arrive, sur les journalistes qui ont été tués. Reporter Sans Frontières, pardon, sur les journalistes qui ont été tués cette année, en 2019. On parle de 49. Vous êtes le président du réseau des journalistes francophones. Ça vous interpelle? Ben oui, je me félicite quand même qu'il y ait moins de journalistes tués cette année que les années précédentes. C'est un combat de toujours. Les journalistes sont exposés, ils sont en proie à des exactions de toutes sortes. Donc si vraiment l'étau se dessert sur les journalistes, on ne peut que s'en féliciter et espérer que cette dynamique-là se poursuive. L'année dernière, on avait peut-être plus de 154 morts. Cette année, on en a 49. On ose espérer que l'année prochaine, peut-être qu'on est zéro mort. Et tout le monde sera content. Merci beaucoup, Doyen Madiambal Diagne, le PDG du groupe Avenir Communication. Merci également à Papis Diaw et à vous qui nous suivez de partout. Demain, à la même heure, retrouvez-nous sur notre antenne. Excellente